Parfois la mort vient frapper à votre porte, parfois elle défonce les murs. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Tour de Commandement, l'émission dans laquelle on aime parler du commandeur, on adore parler du commandeur. Ici Thibaut, vous connaissez mieux sous le pseudo Héronyme, et cette semaine on se retrouve pour le deck tech, voilà je vous en avais parlé. Mais avant toute chose, je vous rappelle cette citation d'une carte Magic qui n'est pas bleue, voilà, parce que certains se sont plaints apparemment que je cite trop de cartes bleues. Donc, parfois la mort vient frapper à votre porte, parfois elle défonce les murs. Donc voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir à d'où cette carte, enfin d'où cette citation peut venir, de quelle carte elle peut provenir. C'est une carte qui est assez connue, on va le dire, qui est plutôt sympa, voilà, donc, mais j'aime bien la citation, elle est assez drôle, elle colle très bien la carte, donc voilà, j'espère que vous trouverez la solution. D'ailleurs, pour ceux qui ont trouvé que, eh bien tout simplement la citation de la semaine dernière venait de Images Perverses, si je ne me trompe pas dans le nom, là, ça y est, j'ai déjà oublié, voilà, donc c'était la bonne carte, vous avez trouvé, bravo à vous. Cette semaine, on se retrouve sur un deck tech. Alors, un deck tech, je vous en avais parlé d'un commandant de Modern Horizons, ou plutôt Horizon du Moderne en français, dans le texte, tout simplement parce que, eh ben, cette carte-là, malheureusement, ça n'est pas Urza, voilà, ceux qui auront vu le titre de la vidéo, bah, j'imagine tout le monde, hein, voilà, bah, ils sont peut-être un peu déçus, je sais que certains étaient là, oui, bah, c'est trop génial, tu vas faire un deck tech sur Urza et tout. Eh ben non, désolé, tout simplement pour une excellente raison, c'est que Urza, c'est une carte extrêmement pétée, hein, on l'a déjà dit dans la vidéo sur Horizon du Moderne, c'est une carte extrêmement pétée, malheureusement tellement pétée que tout le monde en a parlé. Alors qu'est-ce que je vais dire en plus? Dire la même chose, dire « Ah non, attendez, j'ai trouvé une carte ou deux en plus ?» Non, non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord pour le coup. C'est une carte qui a été refaite et re-refaite encore en deck tech par les commandeurs, enfin par les joueurs de commandeurs américains, par aussi quelques chaînes françaises. Donc honnêtement, pourquoi faire une redite? Je vais rien vous apprendre de nouveau. Le deck il est facile à monter. Enfin, il est facile. Il est plutôt unilatéral. On sait comment est-ce qu'il doit fonctionner. On sait quelles sont les bonnes cartes. Et point, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter dessus. Honnêtement, c'est vraiment, je n'y touche pas. Moi, ce qui m'intéresse, celui qui m'intéresse vraiment, c'est Yogg-Saibul, médecin Tran, que je vais renommer tout de suite parce que, ben, honnêtement, on le connaît pas comme médecin, nous, c'est le maître Phyrexian. Yogg-Saibul, maître Phyrexian, voilà, c'est le nom du deck tech du jour. Allez hop. Et du coup, ce Yogg-Saibul m'a beaucoup intéressé dès son spoil en fait, parce que oui, alors Urza était pété à côté, c'était oh mon dieu la grosse mythique de l'édition, oh là là. Oui, et Yogg-Saibul à côté il est passé un peu plus discret, mais ça veut pas forcément dire qu'il est moins puissant. Voilà, donc est-ce qu'il... Bon, il est un petit peu moins puissant, d'accord, je vais l'avouer tout de suite. Il est un petit peu moins puissant, mais il fait des trucs un peu tarés des fois. Et je vous avoue que ce deck, je l'ai testé, voilà, je joue déjà depuis un petit moment. J'ai encore des cartes qui ont été rajoutées depuis le dernier test, mais bon, j'ai assez confiance dans ces cartes-là. C'est vraiment seulement des trucs qui me manquaient qui les rendraient plus forts. Vraiment, je pense que là, on est sur le top, hein. Vraiment, on est sur un bon deck. Mais on va en parler, hein, on va pas bavasser autour, je vais pas vous dire oui c'est bien, voilà. Non, on va vraiment en parler, on va le décortiquer de A à Z, je l'ai à côté de moi, il est décortiqué de A à Z. Et du coup, bah, on va parler un petit peu de toutes ces cartes, de toutes ces catégories, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que, bah, pour aider la tour de commandement, parfois quelques clics suffisent, voilà, un petit like, un petit commentaire, un partage de vidéo, oh là là, partage de vidéo, partagez ça avec vos amis et tout, si jamais il y en a qui étaient intéressés par Yogg-Saibul et qui savaient pas trop quoi faire avec, bah voilà, là je dis un deck tech pour ça, pour vous, là, pour vous, vous avez ce deck tech et j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, partagez avec vos amis, commentez pour discuter un petit peu si jamais vous avez d'autres idées pour ce commandant là, si jamais vous avez des cartes que vous aimeriez, enfin que vous auriez préféré voir, pardon, je commence à mélanger mon français, ça y est. Et l'autre côté, bah évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Tout ça, je vous rappelle, ça me fait plaisir, mais aussi ça fait plaisir à YouTube, qui n'hésite pas à mettre la vidéo un peu plus en avant. Et du coup, bah il y a d'autres personnes qui peuvent éventuellement tomber sur cette vidéo, et bah se faire plaisir aussi avec ce commandant-là. Bref. Donc, Yogg-Saibul, médecin Tran, une créature légendaire humain éclair qui coûte 4 dont 2 noirs, c'est une 2-4 avec la protection contre les humains. Alors là, je vais faire le commentaire tout de suite. Bon, c'est pas vraiment une capacité qu'on utilise dans le deck, parce que bon, la protection, il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens d'en abuser. Payez un point de vie, sacrifiez une autre créature, ciblez jusqu'à une créature, mettez un marqueur -1/-1 sur elle et piochez une carte. Donc là, on est sur plusieurs choses. 2 ressources qui sont utilisées. Les points de vie, le sacrifice, enfin les créatures qu'on va sacrifier. Et ensuite, derrière, 2 mécaniques. D'un côté, mettez un marqueur -1/-1 sur une autre créature.
donc une créature ciblée, donc vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, mais bon voilà. Et ensuite derrière piocher une carte. Donc du coup, on est déjà un petit peu sur quelles ressources on va utiliser pour faire quel effet derrière, et du coup quelles ressources on va acquérir avec cet effet. La ressource principale ici, ça va être d'abord les points de vie, les créatures, surtout les créatures, les points de vie à la limite, bon on peut s'en passer, hein, voilà, on en a 40, pourquoi pas, mais en tout cas les créatures, donc ça va être un élément très important, il faut qu'on ait un maximum de créatures disponibles quasiment tout le temps, voilà. De l'autre côté, les marqueurs -1/-1, ça va être justement un des retours qu'on va avoir de cette capacité, donc marqueur -1/-1, très intéressant, mécanique très peu récurrente, mais qui a fait son petit effet quand même dans le Commander et dans les différentes éditions qui ont sorti des marqueurs -1/-1. Donc là on va penser à Amonkhet, qu'il a beaucoup utilisé, on va penser au bloc, ça y est j'ai oublié le nom, Shadowmoor, c'est Sombreland, on va y arriver. Voilà, le bloc Sombreland, et derrière on a de la pioche. Donc du coup, vraiment moyen de faire quelque chose avec tout ça. Dernière capacité, pour 2 noirs et défaussez-vous d'une carte, proliférer. Donc du coup, là, plusieurs logiques. Déjà, il va nous falloir du mana coloré, à fond. Donc tous les accélérateurs de mana incolores, voilà. De l'autre côté, on a défaussez-vous d'une carte. Donc du coup, la défausse, il va falloir qu'on récupère un maximum de cartes. Mais justement, la première capacité est là pour nous faire piocher des cartes. Du coup, des cartes qu'on va pouvoir éventuellement défausser ensuite pour proliférer. Éventuellement, la prolifération, du coup, on va passer à tout ce qui est marqueur -1/-1. Très bien, la première capacité le fait déjà. Ensuite, les marqueurs +1/+1, pourquoi pas, les marqueurs charge, différents types de marqueurs un peu à droite à gauche, pourquoi pas, les marqueurs poison, oui on va jouer infection, oui ce deck contient de l'infection. Donc voilà, ça c'est un peu la logique du deck, il va nous falloir plein de gaz, mais en fait la première capacité de Yogg-Saibul va nous donner le gaz pour la deuxième capacité, donc il faut pas trop s'inquiéter non plus, à partir du moment où on a des créatures, et qu'on arrive à gagner des points de vie un petit peu, ça devrait fonctionner plutôt très bien. Alors, je tiens à vous rappeler que là, je vais vous détailler un petit peu le deck par différentes catégories, mais je ne vais pas détailler les cartes qui sont dedans. C'est-à-dire que je vais vous parler je vais donner les noms des cartes quand même, je suis pas fou, mais je vais juste ne pas donner tout le texte des cartes en question. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas trop ces cartes-là, n'hésitez pas à regarder la vidéo déjà, parce que je sais que certains écoutent simplement la vidéo. Là, pour celle-ci, voilà, si vous connaissez bien Magic, ça devrait pas être un problème de l'écouter simplement. Sinon, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à faire des petites pauses à un certain moment pour lire le texte, voilà. Je vous mets encore une fois, parce que je suis vraiment trop sympa, le prix au moment où j'enregistre. Alors du coup, c'est possible qu'il y ait un petit décalage aussi. Le prix, les premiers prix français en fait, en excellent état, donc sur MKM, sur Magic Card Market. Donc du coup, voilà, ne me dites pas non mais t'es pas réaliste et tout. Oui, je sais très bien que la moyenne du prix, elle sera peut-être 4 ou 5 euros au-dessus pour certaines grosses cartes. Mais voilà, moi j'ai pris les premiers prix auxquels vous pouvez y accéder, donc c'est-à-dire les prix auprès des vendeurs français. Voilà, donc si jamais vous voulez vous faire un avis, allez sur Magic Card Market derrière, voilà, allez voir les cartes en question. On va commencer avec une petite catégorie, voilà, on commence tout doux avec le sacrifice. Parce que Yogg-Saibul c'est bien, on est quand même sur un deck qui est basé énormément autour du commandant, mais du coup il va nous falloir quand même d'autres moyens d'utiliser les ressources qu'on donne à Yogg-Saibul, parce que si jamais il est pas là, voilà, il lui est arrivé une couille, une tuile sur le chemin, voilà, il s'est fait transformer en forêt. Voilà, ça va être un peu la catastrophe. Ou alors du coup quelqu'un en a pris le contrôle, voilà, il a été éjecté du champ de bataille beaucoup trop souvent pour pouvoir le rejouer. Du coup il nous faut d'autres moyens de sacrifier les créatures et d'en tirer un profit. Et du coup là j'ai 3 éléments, j'ai la prêtresse des dieux oubliés, le Culling Dice ou le Dice du sacrifice, et ensuite le Phyrexian Altar, Hôtel Phyrexian. Alors les 3 cartes elles ont plus ou moins, alors il y a des rapports un peu entre tout ça, c'est-à-dire que d'un côté on va avoir de la pioche et de l'autre côté on va avoir du gain de mana. Alors j'aime beaucoup la prêtresse des dieux oubliés parce que bon voilà, faire en sorte que les adversaires sacrifient des créatures c'est bien, ils perdent des points de vie dans le processus, et vous rajoutez en plus 2 mana noirs qui correspondent aux 2 mana noirs demandés pour la prolifération, donc c'est plutôt pas mal. Le Culling Dice, alors lui, ce qui m'intéresse c'est en fait le fait qu'il va avoir des marqueurs charge sur lui, parce que du coup ça veut dire hop, on sacrifie juste une créature avec. Si vous avez Yogg-Saibul qui est disponible, du coup vous allez pouvoir proliférer plusieurs fois dessus, gagner un nombre de marqueurs charge plutôt intéressant, et ensuite derrière du coup le sacrifier pour piocher autant que le nombre de marqueurs charge. Et ça c'est vraiment cool parce que en fait c'est pas le genre de carte que les adversaires vont gérer.
et s'ils essaient de le gérer, bah, vous pouvez simplement le sacrifier pour faire son effet et du coup piocher des cartes. Mais du coup, c'est pas... Enfin, je pense qu'au milieu de toutes les autres cartes du deck, c'est pas une carte qui va attirer énormément leur attention en disant « Attention, ça c'est vraiment une grosse menace !» Non, c'est juste un truc qui va vous faire repiocher un peu plus tard. Donc bon. Et l'hôtel Phyrexian tout simplement pour avoir du mana coloré, et non, pas l'hôtel d'Ashnod, parce que j'ai dit pas de mana incolore, on essaie de limiter un maximum les sources de mana incolore, on veut du mana coloré pour faire la deuxième capacité de Yawgmoth, enfin Yogg-Saibol, voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, bah, tout simplement, il nous faut des créatures à sacrifier. Alors on ne peut pas uniquement compter sur les créatures qu'on va jouer, parce que il y en a un nombre limité, hein, je veux dire, on va pas faire de la récursion à mort, remettre tout le cimetière dans votre main pour pouvoir les rejouer, c'est un petit peu, ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est évidemment de la génération de jetons. Et pour ça, j'ai déjà 3 excellentes cartes, on va le dire, qui sont vraiment au top du top. On a Âpre Fleur, Invasion de la Horde de l'Effroi et l'Ophium Ancienne. Alors bon, 2 enchantements, une créature. Âpre Fleur et Invasion de la Horde de l'Effroi. Alors du coup, l'invasion, vous la connaissez, j'en ai parlé dans la guerre des Planeswalkers. Vous savez que c'est une carte qui m'intéresse beaucoup. Et justement, parce que c'est un remplacement d'Âpre Fleur. Mais alors là, pour le coup, autant mettre les deux. Voilà. Donc du coup, on n'est pas vraiment sur la même chose non plus, puisque en fait, votre armée, il vaudrait mieux la zigouiller en fait avec votre commandant le plus rapidement possible, parce que le but c'est qu'on refasse un jeton à chaque fois, mais le problème c'est que amasser ne crée pas systématiquement un jeton. Voilà, ça fait juste que renforcer l'armée déjà existante, donc du coup là il va falloir vraiment les sacrifier, alors que Âpre Fleur, lui, bah voilà, là il vous crée directement le jeton, même si on en avait déjà un. Et l'Ophium Ancienne, elle, c'est un peu pareil que l'invasion de l'Horde de l'Effroi, on est un peu sur la même logique vis-à-vis de ce deck-là. C'est-à-dire que, au début de chaque entretien, pas uniquement du vôtre, vous allez pouvoir créer un serpent si vous n'en contrôlez pas un. Mais du coup, il va falloir sacrifier le serpent précédent, à chaque fois, pour faire en sorte d'avoir, d'en tirer de la value, quoi. Je veux dire, un tour où il pop pas un serpent, c'est un petit peu débile, voilà. Sachant qu'en plus, les serpents en contact mortel, c'est plutôt sympa, parce que derrière, ça veut dire qu'on a au moins un truc pour un petit peu dissuader les adversaires de vous attaquer. Voilà. C'est dire, ah bah tiens, j'ai un serpent. Et oui, hé hé hé. Enfin bon, voilà. Donc du coup, c'est une très bonne carte aussi, l'Ophium Ancienne. D'ailleurs, uniquement édité en commandeur, c'est pour vous dire comme ça a été vraiment réfléchi pour le multijoueur. Hein. Donc bon. Ensuite, on continue avec 2 autres cartes qui, elles, ne font pas au début de l'entretien, mais plutôt à un moment précis, quand il se passe quelque chose. On a Endrexar, Maître Reproducteur. Lui, il fait des srans en fonction du coût converti de mana des créatures que vous allez lancer. C'est plutôt sympa. Alors bon, il a un petit contre-coup, c'est que si vous en avez 7, il se sacrifie. Mais honnêtement, vous sacrifiez les srans avant qu'il y en ait 7, tout simplement. Hein, voilà, avec Yawgmoth, ça devrait aller. Nid de Scarabée derrière, c'est une autre carte qui fonctionne très bien avec Yogg-Saibol, tout simplement parce que quand vous allez mettre des marqueurs -1/-1, vous allez faire autant de Scarabée. Et du coup, alors, autant vous allez dire, oui, la première capacité, elle fait sacrifier une créature, mettez un marqueur -1/-1, donc du coup, on fera un Scarabée, ok. Mais surtout, derrière, ce qui m'intéresse, c'est le côté prolifération, parce que si vous avez mis des marqueurs -1 sur pas mal de bêtes, et que de l'autre côté, vous allez faire proliférer, et ben du coup, vous faites plein de Scarabées. C'est génial, c'est génial. Un petit peu dans les cartes, elles, qui font des jetons en utilisant une capacité. On a le Couvoir Orochi et l'Abbaye du Val d'Orient. Alors, le Couvoir Orochi reste mon favori entre les deux tout simplement. Pourquoi? Parce que il vient avec des marqueurs charge, et ensuite il fait autant de serpents que de marqueurs charge qu'il a sur lui. Donc du coup, ça veut dire que sur le début de partie, ça peut juste être un truc très cher, parce que ça coûte quand même 5 mana à activer, cette connerie. Mais derrière, le fait d'accumuler les marqueurs charge au fur et à mesure, et d'un seul coup, pouvoir payer 5 mana pour faire 5 serpents, oui, c'est plutôt pas mal. L'Abbaye du Val d'Orient, elle m'intéresse un peu moins. J'avoue que c'est peut-être une carte que j'enlèverais, pour le coup. Pour une raison très simple, déjà elle fait du mana incolore. Ensuite, elle vous fait payer des points de vie pour faire un jeton, en plus de payer les 5 mana. Et alors bon, il y a l'autre côté, il y a Ormendal que vous pouvez utiliser, c'est une condition de win alternative, on va dire. Mais bon, le problème c'est que Ormendal est peut-être un petit peu moins fort quand même en commandeur, vu qu'il y a de l'exil disponible, etc. Donc, honnêtement, l'Abbaye du Val d'Orient, ça peut être une option supplémentaire pour faire des jetons. Pour le moment, elle m'a pas tellement dérangé dans le deck, mais elle m'a pas non plus beaucoup servi. Donc, voilà. Ensuite, on a des cartes qui aiment beaucoup quand les créatures vont mourir pour faire du coup des jetons derrière. On va commencer par 2 en particulier, le pion du Lamog, pardon, pas le plomb, le pion du Lamog et l'épurateur de crâne, qui sont tous les deux en fait des cartes qui vont faire des engences ou des Sion Eldrazi, qui font du mana en se sacrifiant. Du coup, bon, c'est du mana incolore, certes, c'est pas non plus le top, mais les deux sont vraiment très intéressants parce que du coup, faire des générateurs de mana en plus, ça peut vraiment être sympa et ça peut vraiment être très utile
dans certains cas dont je parlerai un petit peu plus tard. Pour le coup, il y a des fois même où ça part un petit peu en combo, un petit peu stupide. Donc, pourquoi pas en profiter avec ces deux-là, du coup, qui créent à nouveau des jetons qui font du mana. Ensuite, dans l'autre générateur de jetons, on a Seigneur Ogre de quartier insalubre, oui, le nom est long, et Ouvrez les tombes, un peu plus simple. Donc, le Seigneur Ogre, lui, il est sympa parce qu'il fait des rats auxquels il va donner le contact mortel, donc c'est plutôt cool. Et Ouvrez les tombes fait simplement des zombies, mais du coup, ce sont des 2-2. J'aime bien aussi parce que ça fait que sur certains cas où on met des marqueurs -1 un petit peu partout, et bah du coup, ils ne meurent pas tout de suite, et du coup, il y a moyen de les utiliser un petit peu après ça. Ensuite, on va parler un petit peu réanimation, parce que bon, certes, c'est bien d'utiliser les jetons, etc., mais c'est quand même un petit peu mieux d'avoir des moyens de ranimer les bêtes depuis le cimetière. Alors là, on va passer d'abord sur la première catégorie, c'est les créatures qui reviennent toutes seules, comme des grandes. Il y en a 3 pour vous, le champion sanguinolent, le traître du néant, du vide, du néant, je sais plus comment il s'appelle le nom en français, et le squelette réassemblable. Alors là, on est vraiment sur des cartes assez classiques finalement dans les decks qui veulent faire revenir leur bête du cimetière. Champion sanguinolent, très bien, parce que bon, alors la seule contrainte c'est que vous ayez attaqué ce tour-ci, mais bon, ça se fait, je veux dire, vous avez des créatures que vous pouvez sacrifier largement, donc vous attaquez avec, vous sacrifiez derrière, ok. Donc c'est plutôt pas mal. Le traître du néant, bah, l'avantage c'est qu'il a la célérité et la distorsion, donc du coup imbloquable, à part par les créatures qui ont la distorsion évidemment. Et le truc c'est que, alors lui c'est un petit peu plus particulier, mais il fonctionne bien avec la synergie Yogg-Saibul. C'est-à-dire que quand c'est une autre créature qui va aller au cimetière depuis le champ de bataille, vous pouvez payer 1 noir pour le renvoyer sur le champ de bataille. Alors je tiens à préciser, les jetons vont bien au cimetière, c'est juste qu'une fois arrivés au cimetière, ils sont automatiquement sortis de la partie. Donc du coup, techniquement ça marche aussi avec les jetons. Et le squelette réassemblable, alors lui c'est la forme la plus pure de réanimation, c'est juste vous payez du mana, il n'y a pas de contrainte, c'est pas vous avez attaqué, etc. Pardon, et vous allez le remettre sur le champ de bataille engagé. Et là vraiment je pense que c'est vraiment le top du top entre les 3, parce que oui, les 2 autres ont l'air sympas, mais vraiment lui il est simple, il est efficace, et c'est exactement ce qu'on veut. Un autre squelette qui est un petit peu plus particulier, c'est le squelette interné. Alors lui il m'intéresse beaucoup parce que bon, en fait il se renvoie dans votre main depuis le cimetière. Et ça, je trouve ça assez intéressant du fait qu'on a tout simplement de la défausse. On a de la défausse en fait sur Yogg-Saibul. Et du coup, le fait de pouvoir retourner une carte directement dans votre main, ça coûte pas trop cher, ça ne coûte que 3 mana, donc du coup ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a évidemment des sorts qui vont nous permettre de ranimer des bêtes. On a Brimade et Thrilling encore. Donc Brimade étant un rituel qui va en fait vous permettre de sacrifier une créature pour en réanimer 2. Donc du coup la plus-value elle est là, elle est présente. Donc très bien. Et le Thrilling encore, lui je l'aime beaucoup. Alors c'est un éphémère qui est de Battle Bond, c'est la seule extension dans laquelle il est. Donc du coup vous ne l'aurez qu'en anglais, voilà, je tiens à vous le préciser. Tout simplement qui va remettre sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières qui ont été mis dedans depuis le champ de bataille ce tour-ci. Donc du coup ce qui fait que si jamais il y a une vrasse par exemple, et bah du coup vous récupérez toutes les créatures qui ont été détruites. Oui, c'est pas mal. Qui plus est, ben voilà, si par exemple vous avez créé beaucoup de créatures, que vous avez mis beaucoup de créatures, que vous avez tout sacrifié, par exemple, vous avez tout sacrifié, voilà, allez hop, c'est parti, et vous remettez tout sur le champ de bataille pour 5, c'est quand même très efficace, voilà. Donc je pense vraiment qu'il y a des cartes qui sont comme celle-là, très intéressantes, et du coup ça peut être à la fois une carte de sauvetage, mais aussi une carte un petit peu de grosse synergie, en fait, de récupérer un petit peu tout ce qu'il y a... tout ce qui a dit, bye bye, voilà, tout ce qui a été perdu. Sinon, on a d'autres permanents qui sont un petit peu plus, voilà, un petit peu plus sûrs pour récupérer des créatures. On a le défrichement phyrexian, le Hell's Caretaker, qui est le concierge des enfers en français, voilà. Voilà, c'est un petit peu moins classe. Et Sheoldred la susurrante, évidemment, Sheoldred, j'allais en parler. Hein. Donc le défrichement phyrexian, un petit enchantement qui permet vraiment de les renvoyer en plus dans votre main, encore une fois. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez vous en défausser ensuite. Le Hell's Caretaker, alors lui il demande de sacrifier une créature pour en ranimer une autre, mais du coup là c'est un petit peu sur quelle est la carte qui a le plus de value dans mon cimetière. Voilà, vous allez sacrifier éventuellement un jeton pour aller récupérer une carte vraiment intéressante et importante du deck, donc voilà, c'est intéressant. Et Sheoldred tout simplement parce que voilà, je veux dire, elle fait partie de mes meilleures cartes du noir, c'est pas pour rien. Le fait d'handicaper un petit peu vos adversaires et en plus derrière de récupérer de la value à chacun de vos entretiens, c'est vraiment très cool. Ensuite, on parle un petit peu marqueurs. Alors, il y a plein de marqueurs qui sont utilisés dans le deck, mais on va se focaliser d'abord sur les marqueurs -1/-1. Alors là, j'ai 3 cartes qui vont vraiment très bien ensemble, qui sont vraiment d'une stupidité astronomique, disons-le. On a Cendre Croulante, Nécroglisseur et l'Archifié le Difnir. Alors bon, alors
Alors, il y en a qui vont me dire, oui, alors attends, tu vas nous expliquer un petit peu. Oui, je vais vous expliquer tout simplement. Cendre coulante, déjà, une très bonne carte que je ne connaissais pas et que je n'ai pas vu dans les decklists que j'ai exploré sur le net. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous l'expliquer, c'est au début de votre entretien, vous allez détruire une créature ciblée avec un marqueur -1/-1 sur elle, donc très bien finalement, Yogg-Saibul ne fait pas que juste mettre un marqueur -1/-1, c'est qu'il met carrément une marque de mort, c'est toi, tu peux mourir au début de mon entretien. Ok. c'est... Oh, ok. Donc bon, c'est vraiment... C'est imposant, quoi. Assez intéressant, mais en plus, on a le Nécrolisseur derrière qui, en fait, va récupérer les créatures qui meurent et qui ont un marqueur -1/-1 sur elles. Donc vraiment très bien, parce que du coup, les deux fonctionnent très bien ensemble. Mais il y a encore pire. Il y a l'archifié-le de définir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous réexplique un petit peu. Quand vous allez recycler ou défausser une carte, vous allez mettre un marqueur -1/-1 sur chaque créature que vos adversaires contrôlent. C'est très fort, parce que le truc, c'est qu'avec la deuxième capacité Yogg-Saibul, vous allez vous défausser d'une carte en tant que coup. Donc du coup, la capacité de l'archifié de définir va se mettre dans la pile au-dessus de celle de Yogg-Saibul. Donc du coup, vous allez dire, ok, je paye les coups, je mets la capacité dans la pile de Yogg-Saibul. La capacité de l'archifié de définir se déclenche parce que vous avez défaussé une carte. Vous allez mettre du coup un marqueur -1/-1 sur toutes les créatures adverses, et ensuite derrière, vous allez dire, je prolifère. Et du coup, là, ça fait 2 marqueurs -1/-1. Honnêtement, c'est d'une stupidité astronomique, et avec le Nécrolisseur derrière, vous pouvez récupérer du coup les créatures en question, continuer à mettre des marqueurs en sacrifiant les créatures que vous avez récupérées. Oui, ça peut devenir vite très très débile. Pour l'avoir fait dans une partie, c'est vraiment d'une stupidité hallucinante. Et encore une petite carte en plus, voilà, qui synergise bien avec celle-là, mais qui est peut-être un petit peu moins efficace, voilà. C'est la Banshee de minuit, qui tout simplement, au début de votre entretien, va mettre un marqueur -1/-1 sur chaque créature non noire. Alors vous n'en avez pas beaucoup des créatures non noires dans le deck, donc ne vous inquiétez pas trop. Mais c'est vrai que bah là, c'est encore une fois des marqueurs -1/-1, pardon, partout. Voilà, donc c'est vraiment très sympa aussi. Parlons un petit peu du poison et de l'infection. J'ai pas mis beaucoup de créatures avec l'infection. Alors j'ai vu d'autres deck tech, notamment The Mana Source, où il en mettait beaucoup plus. Donc voilà, ne dites pas que je suis un connard. Voilà, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont imaginé plus de poison. Donc moi j'ai que 2 sources de poison. J'ai le Ratsani d'un côté et Skityrix, le dragon du fléau, de l'autre. Le Ratsani, j'avoue que j'ai eu un problème, une partie dans laquelle ça m'a posé souci. Mais je vais vous en parler tout de suite, hein, c'est avec Atraxa. Parce que malheureusement, le Ratsani met des marqueurs infection, enfin des marqueurs poison sur tous les joueurs, y compris vous. Du coup, ce qui fait que vous avez un petit risque que Atraxa se mette à proliférer sur votre gueule pour vous tuer avec votre propre mécanique. Mais, je tiens à préciser, l'avantage c'est que Atraxa ne prolifère qu'à la fin de du tour du contrôleur d'Atraxa. Alors que vous pouvez proliférer juste en utilisant 2 mana en défaussant une carte. Du coup, ce qui fait que vous pouvez proliférer beaucoup plus vite, et du coup tuer le joueur Atraxa le plus rapidement possible, quoi. Et éventuellement tuer le reste de la table, évidemment. Skityrix, moi ça reste ma valeur sûre au niveau de l'infection, parce que bah voilà, une vol infection déjà on est pas mal, avec la célérité en plus pour un mana c'est pas mal aussi, et la régénération pour 2 mana c'est quand même vachement intéressant. Donc du coup je pense que Skityrix ça reste vraiment une valeur très sûre des decks poison. Alors par contre, une petite précision, ne le jouez pas pour 5 de mana, hein. Jouez-le avec 6 de mana pour pouvoir lui donner la célérité tout de suite, parce que même si derrière il y a un moyen que quelqu'un le gère, là au moins c'est boum, célérité, j'attaque, je mets des marqueurs poison sur tel joueur. Personnellement ça m'a fait vraiment, il y a un moment ça a vraiment tué un joueur dans une de mes parties, donc voilà, je vous le conseille vraiment. Ensuite, avec tous ces marqueurs, évidemment, on va avoir besoin de proliférer, et pas uniquement grâce à Yogg-Saibul, mais aussi grâce à d'autres cartes, parce que bah, Yogg-Saibul peut être indisponible pour une certaine période de temps, donc du coup on va en profiter, il y a des cartes qui existent et qui le font bien. On a la boucle de contagion, la machine à contagion et le bastion de Karn. Alors bon, le bastion de Karn j'aime bien parce que c'est sur un terrain, c'est génial. La machine à contagion et la boucle à contagion, elles font à peu près pareil, c'est-à-dire que déjà, bah, la boucle va mettre un marqueur -1/-1, la machine à contagion va mettre un marqueur -1 sur toutes les créatures qu'un joueur contrôle, donc voilà, c'est un peu plus fort. Et c'est là vraiment où on voit que boucle et machine, c'est la petite version, la version optimisée. Puisque ben, y en a une qui prolifère, la boucle, et il y en a une autre qui prolifère, puis prolifère encore une fois. Donc, c'est plutôt pas mal, voilà. La double prolifération, honnêtement, c'est très intéressant, mais c'est une carte plus de fin de game, ça coûte plus cher, etc. Le bastion de Karn, je trouve que c'est quand même une option très très valable dans ce deck. Et du coup, on a ces 3 éléments-là qui font proliférer en plus, c'est vraiment très bien. Ensuite, on a besoin de cartes qui vont, en dehors de celles qui créent des jetons, aimer quand une créature meurt. Et on va commencer tout de suite avec ce qui va nous faire gagner des points de vie.
on a plusieurs cartes comme ça, et on va commencer avec une très particulière, assez originale. C'est celui qui accueille la mort, qui tout simplement va faire gagner, chaque fois qu'une autre créature est mise dans un cimetière depuis le jeu, vous allez gagner un point de vie. Alors l'avantage c'est que c'est aussi des créatures adverses, donc voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, et c'est une petite option pour gagner des points de vie, et compenser un petit peu la perte de points de vie que vous avez dans la première capacité de Yogg-Saibol. Ensuite, du coup, on a d'autres cartes qui ressemblent un petit peu, mais qui sont plus avancées. On a évidemment l'artiste de sang, le surineur de la porte, et la vampire vindicative. Les trois fonctionnent pareil, c'est-à-dire que bon, quand une autre créature meurt, enfin, quand lui ou une autre créature meurt, enfin, plus ou moins, voilà, vous regarderez, il y a des détails, mais en gros, ça va faire perdre un point de vie soit à chaque adversaire, soit à un adversaire en particulier, et vous gagnez un point de vie à chaque fois. Donc là, c'est l'avantage, c'est vraiment gagner le point de vie, on s'en fiche. C'est bien quand ça afflige à chaque adversaire, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai gardé le surineur et la vampire. Mais en tout cas, honnêtement, je pense vraiment que ce sont de très très bonnes cartes. Il y en a un qui n'est pas dans le deck, c'est le noble Falkenrath. Tout simplement parce que malheureusement il coûte 4 mana, le même coût que Yogg-Saibol, ça m'emmerde un petit peu. Et aussi derrière, c'est une 2 de vol. Du coup, ce qui fait que, ouais, ça peut être une créature qui attaque, ok, mais la vampire, elle encaisse un petit peu mieux. Elle fait perdre à chaque adversaire et non pas à un seul adversaire, donc du coup, je la préfère au-dessus du noble Falkenrath. Désolé. Ensuite, une créature qui aime bien mourir. Alors celle-là, vraiment, ça peut être le top du top. C'est le marcheur porte-hangar. Alors je l'aimais beaucoup quand elle est sortie, mais alors là, je l'aime encore plus dans ce deck. Parce que, voilà, simplement le faire arriver avec un seul marqueur +1/+1 sur lui, et ensuite proliférer, et utiliser sa capacité pour gagner le marqueur tout seul, c'est quand même très intéressant, ça fonctionne bien. Et surtout, il fait plein de jetons derrière si vous avez réussi à proliférer à fond. Donc... je l'aime beaucoup parce que vous le sacrifiez, vous faites des jetons qui vous n'avez pas encore sacrifié derrière pour pouvoir encore piocher, c'est très bien. Et évidemment, si jamais on sacrifie des créatures qui ont une endurance supérieure à 1, pourquoi pas mettre un pince-crâne dessus? Parce que voilà, ça fait en plus piocher 2 cartes supplémentaires, ça ne coûtera qu'un mana en plus, je pense que ça vaut vraiment le coup de le mettre dans ce deck, encore une fois bien sûr. On va d'ailleurs essayer de piocher encore plus avec les 3 cartes suivantes, avec la Ruspice Sinistre, l'Iliana Générale de la Horde de l'Effroi et l'Abomination Étouffante. Alors là, on est vraiment sur 3 cartes très différentes, mais qui font basiquement la même chose. La Ruspice Sinistre, voilà, bon, c'est malheureux que ça fasse piocher uniquement sur les non-jetons, c'est dommage. La Liliana, c'est vraiment le top, je veux dire, on en avait parlé dans la guerre des Planeswalkers, c'est vraiment une très bonne carte. C'est dommage qu'elle soit en standard parce que je suis persuadé qu'elle coûterait un petit peu moins cher si elle l'était plus. Mais bon voilà, elle vient à peine d'arriver, elle a encore tellement de choses à faire. Du coup, moi ça m'intéresse beaucoup chaque fois qu'une autre créature, chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous piochez une carte. Mais vous pouvez en plus créer un jeton. Vous pouvez faire en sorte que chaque joueur sacrifie 2 créatures, c'est vraiment bien. Et en plus, vous pouvez proliférer pour arriver au -9 encore plus vite. Donc, génial, vraiment. Et l'Abomination Étouffante, comme vous allez sacrifier pas mal de créatures sur la capacité de Yogg-Saibol, autant piocher encore une carte supplémentaire. Donc l'Abomination Étouffante, moi je l'aime bien aussi pour ça. Continuons avec le Saccageur Impitoyable. Alors lui, je l'aime beaucoup. Saccageur Impitoyable, Boucher le Malakir, et je vous ai mis la petite tour du reliquaire dans cette catégorie-là, parce qu'il y avait quand même pas mal de sorts de pioche. Donc bon, la tour du reliquaire, vous savez pourquoi elle est là. Ok. Le Saccageur Impitoyable, vraiment, j'aime beaucoup le fait de générer des jetons quand les créatures meurent, enfin des jetons qui créent du mana. Vous créez du mana en plus de piocher les cartes. Du coup, ce qui fait que la deuxième capacité de Yogg-Saibol, elle est plus facilement activable, mais aussi, par exemple, avec le squelette réassemblable, ça peut devenir très stupide. Si vous avez le saccageur, en fait, avec une autre créature qui crée des jetons, enfin, par exemple, un simple jeton et Yogg-Saibol à côté, plus le squelette, donc voilà, vous avez 4 cartes. En fait, vous pouvez remettre le squelette sur le champ de bataille en boucle, parce que vous allez... Évidemment, sacrifier le squelette, vous créez un jeton du coup, n'importe lequel, vous sacrifiez le jeton, du coup ça va encore créer un jeton trésor, du coup vous avez 2 manas disponibles pour aller remettre le squelette sur le champ de bataille et refaire la boucle, ainsi de suite. Bon alors évidemment derrière il y a toujours le fait de perdre des points de vie, de piocher toutes les cartes de sa bibliothèque, mais ça peut devenir vite très débile et voilà, ça peut être très intéressant. Le Boucher de Malakir, alors lui c'est vraiment très classique, étant donné que nos créatures vont au cimetière en boucle, autant faire en sorte, qu'elles vont mourir, autant faire en sorte que vos adversaires perdent des créatures en réponse, voilà, en conséquence. Et je pense que ça vaut vraiment le coup, voilà. On continue avec la catégorie tuto. Alors là, très important les tutos, et surtout très marrant, parce qu'en fait, quasiment tous les tutos qu'il y a là,
c'est les tutos que j'avais mis dans les meilleures cartes du noir. Voilà, donc comme ça vous êtes prévenus. Là on est vraiment sur la base. On a le Vampiric Tutor, le Démonic Tutor et le Diabolic Intent de dessin diabolique. Donc bon, alors là les trois sont très bien, parce que bon, Vampiric Tutor, l'avantage c'est que du coup, comme la carte va au-dessus de la bibliothèque, vous pouvez la piocher directement avec une de vos créatures en la sacrifiant, donc c'est très bien. Démonic Tutor, bah, c'est le basique, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus génial. Et dessin diabolique, Diabolic Intent, tout simplement, eh ben... je dirais, il n'y a pas à chier, on peut sacrifier des créatures pour une capacité qui va piocher, je pense qu'on peut sacrifier une créature pour aller chercher une carte en particulier dans votre deck. Pourquoi pas? Ensuite, on a encore deux autres tutos que j'aime beaucoup. Un dont je n'ai pas parlé, c'est Lilianaves, et l'autre c'est Razaket, bon, voilà, vous connaissez. Lilianaves, pourquoi? Parce que, bah déjà, le -2 qui va vous mettre au-dessus de la bibliothèque, donc du coup c'est un peu comme un Vampiric Tutor, mais du coup vous pouvez le réutiliser 2 fois, mais même plus si jamais vous proliférez, vous vous rendez compte? Et oui, c'est malin, hein. L'avantage des Planeswalkers qui du coup vont au tuto, donc, enfin, ce Planeswalker, parce qu'il n'y en a pas 36, et de l'autre côté, le -8 que j'aime beaucoup, qui vous permettra du coup de récupérer toutes les cartes de créatures de tous les cimetières, c'est encore une fois du gaz en plus. C'est un peu comme un fling encore, sauf que là du coup, bah, vous calculez quand est-ce que vous le lancez, enfin quand est-ce que vous allez l'utiliser, même si vos adversaires sont là, ah, mon dieu, il y a la Liliana qui va arriver à -8. Oui, bah oui, ça va, là vous allez en chier. Bref. Et Razaket, bah toujours pareil, hein, pouvoir sacrifier des points de vie et des créatures pour aller tuto. En fait, en gros, Razaket, sa capacité, c'est tout simplement la même que Yogg-Saibul, la même que la première, sauf que c'est en version un petit peu renforcée. C'est voilà, moi je fais pas piocher une carte, non, moi je vais aller te faire chercher une carte en particulier dans le deck. Donc voilà. Alors, on a besoin de tuto, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tuto? Bah déjà parce qu'il y a des pièces importantes dont je vous ai parlé avant, mais il y en a encore d'autres plus importantes dans la partie que je vais aborder maintenant, c'est en fait les cartes qui vous permettent de gagner. On a 3 cartes déjà qui vont très bien ensemble, Messager de Geralf, Mikaeus le Maudit et la Baliste Ambulante. Alors déjà, Mikaeus, la Baliste, vous connaissez un petit peu la synergie, mais du coup il manquait une partie, parce que voilà, je vous en avais parlé un petit peu sur mon retour sur le Grand Prix Strasbourg, enfin pardon, le Magic Fest Strasbourg, c'est que Mikaeus va permettre à la baliste de revenir avec un marqueur +1/+1, mais le problème c'est que la baliste elle est 1-1 de base, puisque Mikaeus lui donne aussi +1/+1. Donc du coup il nous faut un moteur à sacrifice, et ça tombe bien parce qu'on en a un. On a maintenant Yogg-Saibul, donc du coup c'est très bien. Messager de Geralf, lui, il est très bien aussi, parce que bah, il a la survivance tout seul, comme un grand, et l'avantage c'est que lui, comme toutes les créatures avec la survivance, en fait vous pouvez, bah, si vous voulez par exemple en avoir une deuxième à côté, hein, si jamais vous voulez mettre une petite créature à 2 ronds, pourquoi pas. En fait tout simplement, vous sacrifiez une créature avec la survivance pour mettre un marqueur -1/-1 sur l'autre créature avec la survivance, qui éventuellement a déjà un marqueur +1/+1. Parce que du coup, le +1/+1 et le -1/-1 s'annulent, il faut le savoir quand même. Voilà, c'est pas on a un marqueur +1/+1 et un marqueur -1/-1 côte à côte. Non, les deux s'annulent automatiquement. Du coup, ce qui fait que le Messager de Geralf, bah, du coup, vous pouvez lui mettre un marqueur -1/-1 derrière, et le sacrifier à nouveau, le faire revenir, et du coup, en fait, ça va déclencher plein d'effets, ça va vous permettre de piocher, et surtout de déclencher son effet qui fait perdre 2 points de vie à un adversaire ciblé. Donc du coup, vraiment très très bien, et très intéressant. La dernière carte dans cette catégorie pour gagner, et oui, il n'y en a que 4, mais en fait, il y a pas mal de synergie dans le deck. La dernière carte, c'est tout simplement le Tourment de Grêle de Feu. Alors là, vous allez me dire, oh non, c'est pas vrai, pas celle-là. Eh ben si, mes petits cocos, parce qu'en fait, dans ce deck, il y a moyen de générer énormément de mana. Alors bon, on a abordé un élément tout à l'heure, mais ça peut être encore pire, parce que c'est la prochaine catégorie qu'on va aborder. Et comme on génère énormément de mana, bah du coup, ce processus-là à répéter, il est vraiment très intéressant, et il permet vraiment de plomber les parties et de les finir très très vite. Comme je viens de le dire, du coup, on va aborder un petit peu les sources de mana. Alors bon, là, on est sur du mana, on va essayer d'en générer un maximum, et ce deck peut en générer beaucoup, assez vite, je vais pas dire très vite non plus, mais assez vite. On va commencer avec déjà les cailloux. Alors les cailloux, on va dire les cailloux classiques pour commencer. On va commencer tout simplement avec le plus grand des classiques, l'anneau solaire. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais t'avais dit pas de mana incolore. Oui, je sais. C'est le seul caillou que j'ai mis qui fait du mana incolore. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il permet quand même de lancer votre Yogg-Saibul tour 2, si vous l'avez posé tour 1. Et du coup, ce qui permet de mettre en place le board beaucoup plus vite. Et du coup, bah voilà, on apprécie quand même. Ensuite, bah, la deuxième, c'est la sphère du commandant, parce qu'elle fait du mana coloré, et en plus qu'elle se sacrifie pour piocher. Ça peut être un autre moteur de sacrifice, enfin, pas de sacrifice, mais de pioche, pour éventuellement défausser, proliférer derrière. Pourquoi pas? Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans les sources de mana qui fonctionnent avec des marqueurs. Et ça, du coup, ça va être assez intéressant.
Pourquoi? Parce qu'on a la relique de la coalition, alors là je vais pouvoir vous expliquer plein de choses, la cornucopée astrale et le marché noir. Bon, je pense que les deux derniers ça devrait aller. La relique de la coalition en fait, pourquoi? Parce qu'elle fait du mana de n'importe quelle couleur. Ok d'accord, c'est bien. Ensuite, elle met, si possible, la deuxième capacité, elle met un marqueur charge dessus. Et au début de votre prochaine phase principale avant de combat, vous retirez tous les marqueurs charge dessus et vous faites autant de mana de la couleur de votre choix que de marqueurs charge retirés. Donc là vous commencez à voir un petit peu la logique. Vous allez mettre un marqueur charge dessus. Vous allez ensuite proliférer en utilisant 2 mana, tout simplement que vous avez, pour mettre un deuxième marqueur charge dessus. Ensuite, du coup à votre prochaine étape principale, vous allez pouvoir avoir 2 mana noirs. Du coup ce qui va vous permettre d'activer la deuxième capacité de Yogg-Sagoul pour faire en sorte de proliférer à nouveau, mais bien sûr vous allez à nouveau engager la relique de la coalition, pour mettre un marqueur charge à nouveau dessus. Ce qui fait qu'en fait à chaque tour vous êtes assuré d'avoir au moins 2 mana noirs, qui vont vous permettre de proliférer à nouveau, pour faire en sorte justement de pouvoir avoir vos 2 mana noirs au tour suivant, et éventuellement évidemment de proliférer sur d'autres choses bien sûr, comme les 2 cartes qui suivent, la cornucopée astrale et le marché noir. La cornucopée astrale tout simplement qui fait du mana coloré avec le nombre de marqueurs charge, donc voilà c'est très simple, et le marché noir qui est juste une stupidité astronomique dans ce deck, je tiens à le préciser tout de suite, c'est juste débile. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne connaissent pas marché noir, en fait, ça va accumuler des marqueurs charge à chaque fois qu'une créature meurt. Même pas une des vôtres, une créature tout court. Du coup, ce qui fait que si vous tuez une créature en sacrifiant une autre et en mettant un marqueur -1/-1 sur la créature en question, du coup, ça fait que vous avez 2 marqueurs charge. Plutôt sympa. Et en fait, vous allez créer du mana au début de votre première phase principale en fonction du nombre de marqueurs charge sur le marché noir. Systématiquement, c'est l'enchantement. Donc on est là, oui, ça s'accumule très vite, vous proliférez dessus avec le mana que vous avez éventuellement sur le marché noir. Du coup, voilà, ça peut être vraiment très très stupide, et ça s'accumule encore et encore. Et j'allais continuer sur une chanson bientôt, mais non, encore et encore, voilà, et ça devient vite très très stupide. Le marché noir, c'est honnêtement, je l'ai pas mis dans mon top du noir, mais ça aurait facilement pu y être. Parce que c'est une des cartes qui accumule du mana en noir le plus rapidement du monde, voilà. Ensuite, comment faire pour gagner encore plus de mana? Tout simplement faire en sorte que vos marées produisent plus de mana noir. Voilà, tout simplement. Et pour ça, il y a 2 cartes. Il y a le Blême des Cryptes et la Revenante des Nirkana. Les deux font basiquement la même chose, hein. Chaque fois que vous engagez un marée pour du mana, vous allez rajouter un noir. Mais il y a des petits bonus. Voilà, le Blême des Cryptes, lui, il a l'extorsion, donc du coup, il va pouvoir vous permettre de pomper des points de vie aux adversaires. Du coup, encore une fois, du gain de points de vie, c'est génial. Bon, la Revenante des Nirkana, le gagne de +1/+1, oui, bon, c'est pas terrible, voilà. Ensuite, on va parler un petit peu terrain. Alors là, bon, là, il y a une tâche tout de suite. Hein. On a Mage des Coffres, Forteresse de la Coterie et la Crypte d'Agadim. Alors le Mage des Coffres, en fait, il est là parce que je n'ai pas les coffres de la Coterie et que je n'ai pas investi dedans. J'avoue. Voilà, j'ai eu la flemme, ça coûte un peu cher. Et je me suis dit, non, voilà, j'ai un Mage des Coffres qui terraine, on va le mettre parce qu'il est un peu moins menaçant que les autres. Voilà, pourquoi pas. Mais sinon, si vous avez un coffre de la Coterie, en effet, mettez-le à la place, hein, carrément. La Forteresse de la Coterie fait à peu près la même chose parce que on a 30 marées de base dans le deck. Voilà, il n'y a pas beaucoup de terrains spéciaux. Et voilà, donc de base, la Forteresse de la Coterie va vous permettre de faire quand même pas mal de mana noir supplémentaire. Et la Crypte d'Agadim, étant donné qu'on sacrifie beaucoup de créatures, elle va faire énormément de mana également. Ensuite, on a des choses un petit peu plus basiques, mais qui fonctionnent plus ou moins bien avec le deck. On a Nykthos, le reliquaire de Nyx. Dans les decks monocolores, c'est quand même très intéressant, hein, on va pas se le cacher. Et la tour phyrexiane et l'ancienne tombe. La tour phyrexiane, comme on sacrifie des créatures, pourquoi pas en sacrifier un peu plus, voilà. Je précise, le prix de la tour phyrexiane, c'est le prix de la version Ultimate Masters, qui est uniquement disponible en anglais. Pourquoi? Parce que la seule autre extension dans laquelle la tour phyrexiane existe, c'est dans le bloc Urza, et en français ça va coûter quasiment 10 € de plus. Donc voilà, je vous propose de faire des économies en vous faisant violence sur la tour phyrexiane. Alors après l'ancienne tombe, ça je vais revenir dessus assez rapidement. J'ai un doute, c'est vraiment l'une des seules cartes dans le deck, l'une des rares cartes de terrain surtout, sur laquelle j'ai un doute, parce qu'elle fait du mana incolore, elle fait des blessures, on a déjà pas trop envie d'en prendre, et bon elle coûte cher aussi, d'accord, ok. Mais du coup, je suis pas trop fan finalement, je me demande si je devrais pas l'enlever du deck, et la remplacer simplement par un simple marais, ou par un coffre de la coterie, d'accord, ok. Mais bon, voilà, donc je me dis que c'est peut-être pas la meilleure des cartes, hein, celle-ci. Et on a besoin aussi d'un petit peu de protection pour protéger un petit peu notre plan de jeu, pour éventuellement mettre tout à zéro.
Et pour ça, j'ai très peu de cartes. J'ai pas mis beaucoup de Vras, ce qui est assez inhabituel dans le noir, mais en fait, on n'en a pas tellement besoin, étant donné qu'on a beaucoup de gestion sur notre commandant en soi. Donc, 3 cartes. Jambière d'éclair, Décret de souffrance et le Zénith de Noir Soleil. Les jambières d'éclair pour protéger évidemment Yogg-Sagoul, parce qu'il a besoin d'être protégé, mon dieu, c'est le centre de notre deck, il faut quand même le dire. Le décret de souffrance, ben tout simplement, je vous en avais parlé, c'est un très bon rasboard qui vous redonne du gaz, donc bon. En plus, du coup, le décret de souffrance, vous n'avez même pas besoin de sacrifier vos propres créatures sur l'effet de Yogg-Sagoul, puisque ben, vous avez quand même pioché des cartes, et il y a l'alternative -2/-2, évidemment. Le Zénith de Noir Soleil, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures cartes du deck en termes de Vras, parce que tout simplement, juste le payer pour 1 en coup de X, dire je mets un marqueur -1/-1 sur toutes les créatures, Yogg-Sagoul ne meurt pas, c'est très bien, et surtout bah, toutes les créatures adverses ont déjà un marqueur -1/-1. Du coup là vous êtes parti pour, ok, on va pas faire du sacrifice de créatures, on va faire de la prolifération. Et c'est génial, c'est pour ça aussi que les autres cartes que je vous ai présentées qui mettent des marqueurs -1/-1 partout, elles sont très bonnes. Et du coup le Zénith de Noir Soleil qui en plus retourne dans la bibliothèque, derrière, c'est vraiment une très bonne carte aussi, et du coup on apprécie beaucoup. Alors, c'est le moment de faire un petit peu le bilan. On va commencer avec le bilan financier. Et oui, parce que c'est un deck qui coûte cher. Actuellement, il coûte 269 €. Alors, avec les premiers prix de chaque carte, donc comptez déjà bien plus si vous allez acheter chez un même vendeur, etc. Voilà, donc je vous laisse aller explorer Magic Card Market si jamais vous voulez monter le deck. Vous avez totalement le droit de retirer certaines cartes qui coûtent cher. Malheureusement, il y en a beaucoup, il faut quand même le dire, qui sont très intéressantes. Alors bon, l'ancienne tombe, vous pouvez la virer. Ok, là on vient d'économiser une quinzaine d'euros. Presque une vingtaine. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Mais malheureusement, il y a pas mal de cartes qui sont réellement très importantes dans le deck. Je veux dire, tous les tutos qui coûtent cher, c'est eux qui coûtent cher, hein, ils coûtent vraiment très cher. L'autre côté, tout ce qu'on a comme Âpre-Fleur, Bitter Blossom, voilà, ça coûte aussi assez cher. On a pas mal de cartes qui ont réellement un gros impact. Skityrix aussi, voilà, pareil. Il est assez cher, mine de rien. Et en fait, c'est une petite accumulation. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, il y a très peu de cartes qui coûtent pas cher du tout dans le deck. On est sur des cartes qui coûtent facilement 1 ou 2 €. Et du coup, sur l'accumulation des 100 cartes du deck, avec les grosses cartes à côté dont on a réellement besoin, il faut le dire, eh ben malheureusement, ça coûte assez cher. Voilà, je vais être honnête avec vous. Là, c'est pas un deck budget. Là, on n'y est pas du tout. Sinon, au niveau de la courbe de mana, alors là, on est vraiment sur une courbe de mana très jolie. Parce qu'en fait, à 0, 1, 2, 3 mana, on a quasiment un tiers des cartes. Je compte 26, 33, on a 37 cartes dans ces coups de mana-là. Et honnêtement, c'est vraiment le top. Parce que notre commandant ne coûte que 4 mana. Mais si on peut mettre en place le plan de jeu juste avant qu'il arrive, ça peut être une très bonne chose. Et surtout, à 4 de mana, c'est quasiment l'endroit où on a le moins de cartes au niveau de la courbe. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce que je suis content? Parce que justement, si on a plusieurs cartes à 4 de mana dans notre main de départ, ça va être un petit peu en conflit avec les cartes, avec notre commandant en fait, tout simplement. Parce que si au tour 4 vous vous dites, enfin si dès que vous avez 4 de mana vous vous dites, alors je fais quoi? Je joue mon commandant ou je joue cette carte là en premier? Parce que les deux sont intéressants, l'un va avec l'autre, oui, bah, comment est-ce qu'on fait? Non, le but ça serait vraiment qu'on ait le commandant qui sort tour 4 avec toutes les cartes utiles autour du commandant qui sortent soit avant, soit après. Donc du coup, cette courbe de mana qui a un petit creux à 4, eh ben du coup c'est réellement intéressant. Et ça donne de la consistance au niveau du deck. Qui plus est, au-dessus de 4 de mana, on n'a pas beaucoup de cartes. La plupart d'entre elles sont vraiment des cartes qui kill ou qui vraiment mettent la grosse pression sur les adversaires. Et surtout, j'ai un conseil, parce que je l'ai joué quand même pas mal de fois. Honnêtement, je préfère largement en fait avoir les cartes qui coûtent peu de mana, parce que justement, mon commandant, il est là pour me faire piocher, il est là pour me redonner du gaz. Il n'est pas là pour dire « ouais, on va jouer des gros sorts très vite et tout ça ». Non, lui il est là justement pour dire « eh ben en fait, si t'as que des petites cartes derrière, bah par exemple, l'un des meilleurs départs que j'ai eu, c'est par exemple, les meilleurs départs que j'ai en fait, c'est tout simplement quand j'ai des créatures qui reviennent sur le champ de bataille, en payant des coups de mana par exemple, ou quand j'ai tout simplement les cartes qui font des jetons. Parce que du coup ça donne du gaz derrière à Yogg-Sagoul quand il arrive sur le champ de bataille, qui va du coup me permettre de piocher encore plus, parce que c'est consistant, je veux dire, avoir des jetons à chaque tour ou pouvoir faire revenir une créature pour derrière piocher à nouveau, c'est juste de la pioche assurée, et c'est vraiment le meilleur des plans possibles. Donc du coup vraiment, je vous conseille plutôt de démarrer avec des mains
qui ont, enfin si vous créez le deck tel qu'il est, qui ont des possibilités tout simplement plus rapides. C'est-à-dire on vise pas le blanc sur le long terme, on se dit juste, bah, comme je vais pouvoir piocher à mort avec ce que j'ai en main, et bah, du coup ce sera le top. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas une bonne main. Aussi j'y ai pensé un petit peu, j'ai réfléchi un petit peu comme ça, c'est le rampeur psychotique. Il inflige une blessure chaque fois que vous piochez une carte à chaque adversaire. Et en plus il est XX, il est égal au nombre de cartes que vous avez dans la main. Donc du coup ça peut être pas mal aussi je me dis, parce que du coup vous n'êtes pas le seul à vous faire mal quand vous piochez. Du coup vous pouvez éventuellement finir sur une draw, pourquoi pas. Ça peut être assez sympa. Donc ouais, j'y réfléchis un petit peu, je me dis qu'il aurait sa place dans le deck mine de rien. En plus il coûte 5 mana, donc il est juste au-dessus du coup de mana du commandant. Ça peut être une option, voilà, je pense que ça peut être envisageable et je me demande si je vais pas le tester d'ailleurs. J'espère du coup que ce deck tech vous a été utile, que vous avez apprécié, éventuellement que ça vous a donné envie de le monter, ce deck. En tout cas, moi j'aime beaucoup le jouer, je pense qu'il y a encore éventuellement quelques améliorations que je peux faire, hein, voilà, donc là j'en ai cité une au pif, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, qu'il y a plein de façons de le monter le deck, parce que j'ai vu plein de decklists où il y a en fait un certain équilibre à trouver entre les créatures que vous voulez sacrifier, les générateurs de jetons, les augmentations de mana. Tout ça en fait c'est un gros équilibre autour de toutes ces cartes, un petit peu à la manière de Téchar, hein, ça me fait penser un peu à la même chose. Même si les conditions de win sont un petit peu moins nombreuses que sur Téchar. Vraiment c'est un gros équilibre comme ça. Et c'est à vous de trouver le vôtre et de vous dire quelle carte m'intéresse. Est-ce que j'ai des cartes alternatives, des plans de jeu qui m'intéressent plus que d'autres, certains que je veux supprimer, éventuellement si vous voulez pas jouer à l'infection, c'est tout à fait louable, hein, voilà. Vos adversaires seront très contents, mais est-ce qu'ils vous feront confiance quand vous direz que vous ne jouez pas infection dans le deck? Peut-être pas, voilà, faut le dire. Donc voilà, vraiment je pense qu'il y a une grande consistance dans ce deck, et un équilibre qui est très personnel finalement. Voilà, que vous allez pouvoir réaliser avec les cartes auxquelles vous avez accès, avec les plans de jeu et les mécaniques que vous voulez mettre un peu plus en avant. Donc du coup voilà, c'est très adaptable, et je pense que chacun peut trouver son bonheur avec Yogg-Saibul, parce qu'après tout les Phyrexians sont le bonheur de tous. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, la tour de commandement sur Twitter et Facebook, @tour de commandement, et sur Twitter @tourdecom avec 2 M. Et vous avez notre adresse mail, vous m'avez encore adressé récemment des decklists, vous n'étiez pas sûr de ce qu'il fallait mettre dedans. J'ai donné des petits conseils, généralement c'est pas grand chose, mais quand il y a besoin de un peu plus de choses, évidemment je ferai une vidéo dessus, hein, pas de problème. Et éventuellement, pourquoi pas, je ferai peut-être une vidéo sur les différents decks que vous m'avez proposés déjà, voilà, avec plusieurs decks d'un coup. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être une bonne chose aussi. Voilà, j'ai une petite idée comme ça qui me traverse l'esprit. Sinon, du coup, l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous joindre, bah, c'est tout simplement tourdecommandement@gmail.com. Voilà. Et moi, Thibaut Erunim, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Facebook. Facebook @Erunim, tout court. Et sur Twitter @ErunimFR. Voilà. J'espère que vous irez nous suivre, parce que voilà, il y a quand même du monde qui suit, il y a pas mal d'activités dessus, c'est assez sympa de vous voir actif là-bas. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye.